Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur The First Pitch, l'émission baseball de ces jeux free agent. Aujourd'hui, l'équipe MLB quasi au complet avec Nico et Julien pour vous parler des Championship Series et surtout la fin de la saison avec les World Series. Salut Nico, salut Julien, j'espère que vous allez très très bien tous les deux. Ah, super, salut tout le monde. Salut Jérém, Parfait salut les gars. Nico. Parfait les gars, donc aujourd'hui, petit débrief des Championship Series qui, on va dire, n'a pas trop créé la surprise. On a un petit peu vibré du côté de la National League, mais on arrive, tant bien que mal, à une finale rêvée par Manfred, surtout pour les dollars, avec une affiche de rêve, un casting 5 étoiles, digne d'un blockbuster hollywoodien. Les Yankees contre les Los Angeles Dodgers. Ok, alors aujourd'hui, nous allons débriefer vite fait ensemble les matchs de Championship Series. Donc, ça a été New York contre Cleveland et les Dodgers contre les Mets. Donc, on va commencer par l'American League avec les Yankees contre Cleveland et la série dont les Yankees gagnent 4 matchs à 1 avec en MVP Giancarlo Stanton qui a été une grande révélation, on va dire, sur ces playoffs. Donc avec 5 matchs au programme. Et sur ces 5 matchs, il y en a eu 2 où on a dû aller en 10e manche. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on a eu de petits écarts en score. Ce qui a montré quand même que les Yankees n'étaient pas forcément dominateurs en attaque. Et comme Julien, tu l'avais dit lors de précédents podcasts, en fait, les Yankees essayent d'endormir les adversaires. Et ils ont un petit peu quand même réussi avec Cleveland. Bon, Julien, je sais que tu es supporter des Guardians, donc tu as pu voir leur façon de jouer, qui pour toi a été un peu, on va dire, décevante de la part des Guardians. Mais après, malheureusement, voilà, les Yankees, eux, ont fait leur jeu, leur petit jeu. Il n'y a pas eu trop de suspense. Néanmoins, franchement, ça a été peut-être un révélateur peut-être pour les World Series par rapport aux Yankees. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont pouvoir peaufiner encore leur petit jeu? À voir. De ce qu'on va pouvoir dire, est-ce que je vais commencer avec Nico. Est-ce que tu as vu, toi, donc dans ces matchs-là, Nico, sur New York-Cleveland, je ne vais pas dire une lueur d'espoir, mais peut-être un starter peut-être qui pourrait au moins faire gagner 2 matchs à New York lors des World Series. Est-ce que pour toi, tu les sens confiants? Ils ont pas eu un parcours, ils ont pas eu des grosses affiches comme les Dodgers. Mais bon, ça, on en parlera après tout à l'heure. Mais rassurant, je pense pas, parce que bon, les Guardians, eux, ils avaient rien à perdre en fait dans ces Champions Series. Donc, au final, eux, ils ont essayé. Bon, après, tu t'en compte des Yankees, voilà, où t'as un Stanton voilà, qui se réveille au bon moment. Mais ça va quand même 2 fois en extra manche, donc. En vrai, ouais, ils ont pas, comme tu l'as dit, ils ont pas été dominateurs. Donc, est-ce que c'est pour la suite, pour les World Series, est-ce que ça peut jouer? Moi, je pense que oui, mais après, bon, je pense que bon, Julien en parlera peut-être mieux que moi parce qu'il a bien suivi cette série-là. Mais ouais, moi, les Yankees, je les ai pas trouvés forcément, comment dire, supérieurs et pourtant, si on regarde un petit peu le tableau depuis le début des playoffs, voilà, on se doutait assez facilement quand même que la voie était toute tracée pour retrouver le World Series. Donc, est-ce qu'ils se sont dit, bon, ben, c'est les Guardians, on n'a pas forcément besoin d'élever plus que ça notre jeu parce qu'on est supérieur à eux normalement, hein, si on en parle Ouais. sur le papier et tout. Est-ce qu'ils se sont pas dit, on va pas forcément envoyer du lourd tout le temps et que ça passera quand même? Ou est-ce que c'est vraiment, ils ont montré un petit peu leurs limites? Ça, je sais pas trop. Il faudra voir, on verra sur les premiers matchs en World Series. Mais moi, je trouve pas que ce soit très rassurant de la part des Yankees, mais après, je peux me tromper. Ok. Toi, Julien, objectivement, je sais que tu es un supporter des Guardians.
Est-ce que lors du Game 3, qui est allé à la 10e manche, et qui a vu les Guardians gagner 7-5, tu as vu quand même une petite lueur d'espoir du côté de Cleveland, où tu t'es dit, bon, c'est un match qu'ils ont laissé les Yankees peut-être pour faire tourner plus tard. Est-ce que tu as vu peut-être cette lueur d'espoir? Ouais, une lueur d'espoir, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'est pas sur un match réellement que j'ai senti quelque chose, je dirais sur l'ensemble de la série. Moi, j'ai senti les Guardians avec, pour reprendre l'expression d'un de mes coéquipiers, alors j'en discutais hier, c'était le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ce que ça m'a fait penser, en fait, et c'est le sentiment que j'ai eu en regardant les Guardians, et je l'ai écrit dans le résumé du match 2, hein. C'est qu'on les sentait ne pas y croire, en fait. Tout le monde les donnait perdants, ces Guardians, et eux-mêmes, les seuls qui pouvaient y croire, c'était en effet les fans et eux. Et je pense pas que les fans étaient convaincus d'une victoire, et eux n'en étaient pas convaincus du tout. Et je pense qu'il y avait une place à jouer quand on voit comment les Yankees jouaient. On reviendra aussi sur les Yankees après, quand on parlera des World Series. Mais à la différence de Nico, même si sur la forme, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est pas des Yankees dominants qu'on a eu. Mais il y a peut-être quelque chose à tirer de tout ça. Par contre, pour revenir donc sur les Guardians, bah, l'interview d'après-match du Game 2 de Steven Kwan qui dit vraiment qu'il faut se remettre dans un état d'esprit de conquête, entre guillemets, et qui a été fait au Game 3. Et quand on les a vus sur le Game 5, les Yankees revenir, bah, j'ai jamais senti les Guardians pouvoir revenir, en fait, clairement. Je les ai sentis dans un ne pas y croire. Vraiment, cette impression-là, c'est que l'équipe, c'est le ressenti en tout cas que j'avais en regardant le match, mais c'était criant, quoi. L'équipe n'y croyait pas forcément, et tu peux pas gagner une série si toi-même t'y crois pas. Surtout face à une équipe comme les Yankees qui, eux, bah, connaissent plutôt bien les rouages des playoffs, qui vont souvent, qui ont des joueurs d'expérience. Parce qu'on parle de Stanton, mais Stanton, finalement, il a fait ce qu'on attend de lui, parce qu'il est transparent pendant la saison, et arrivé aux playoffs, mon Dieu, on a un autre joueur. C'est un recrutement gratuit. On a eu le réveil de joueurs qui, d'habitude, n'ont rien fait, et Volpi a pas fait grand-chose, mais il a réussi à faire ce qu'il fallait. Et puis Verdugo, surprise, Verdugo s'est remis à jouer. Je ne comprenais pas pourquoi il était chez les Yankees, pourquoi ce choix. Je pense qu'il y a bien meilleur à sa place. Et là, pendant les playoffs, ben, il a été présent. Je ne peux pas dire qu'il ait fait gagner, mais en tout cas, il fait le nécessaire pour pas que les Yankees perdent. Et puis au pitching, je les trouve en train de monter en puissance. Donc voilà. Et parce que Rodon, sur le match, en regardant le match 2, je crois, ou le match 1, je sais plus, bon bref. Oui, il joue le match 2, ouais. Je me dis, il va aller à 80. Tous les Guardians vont faire en sorte qu'il aille jusqu'à 80 lancés, et après, ils savent qu'ils vont descendre et ça va commencer à frapper. Je sais plus combien il a fait de lancers, il a fait presque 90 lancers, et la moyenne en face au bâton, elle n'a pas beaucoup, elle a pas augmenté pour autant. Donc, je me dis, il monte en puissance. Et en face, bah, il y a toujours ce problème des Guardians qui n'y ont pas cru. Et en plus de ça, leur grande force qui était le pitching, eh ben, elle n'a pas répondu. Et c'était bizarre parce que c'était pas la force des Yankees sur cette série-là, le pitching. Et sur les playoffs d'ailleurs. Et ça en fait je vais pas dire une force, mais en tout cas, ça les a pas fait perdre. C'est pas le pitching qui les a mis dedans. Et derrière ça, ben, les Guardians n'ont pas su, enfin, à l'image de Classé, alors peut-être qu'on en attendait trop, parce qu'il y a eu des stats époustouflantes sur cette saison, et peut-être qu'on en attendait beaucoup sur cette post-season. Mais c'est difficile à dire, mais oui, il est passé à travers, pour moi. En tant que fan, je vais dire qu'il est passé à travers. Après, en tant qu'observateur du baseball, je me dis que ça a été compliqué pour lui.
Voilà pour moi sur cette série. Ce qu'on peut retenir d'un joueur, même plusieurs joueurs qui ont joueurs clés pendant les Championship Series où, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, qui ont fait que, bon, pas grâce à eux, mais avec leur travail, ont permis quand même d'élever leur équipe vers le dernier carré. On en parle à chaque fois avec Julien ou même Nico hors podcast. Gleyber Torres. Gleyber Torres, vous le voyez sur le Game 2, il fait engranger 2 points et en fait, il est devant Juan Soto en playoff. Il est devant Juan Soto en playoff et il fait 7 buts sur balle en 9 matchs. Donc en fait, c'est un gars qui va beaucoup sur base et donc du coup, fait marquer des points. Ça, c'est ce que j'avais remarqué sur ces Championship Series avec Gleyber Torres. Les autres joueurs, alors on a dit que le pitching n'était pas forcément la force de New York, mais par contre, l'enclos des releveurs a quand même sauvé quelques matchs à New York contre Cleveland. Et je parle de Luke Weaver, de Jake Cousin et de Tim Hill. Pour dire que dans le game 5, ils cumulent 4 manches, un tiers, sans but. Donc ils arrivent à tenir la baraque sur ça. Voilà pour moi ce résumé des Championship Series avec New York et Cleveland. Maintenant, on retient, c'est le fameux trio Soto, Judge, Stanton, qui vont pouvoir peut-être exprimer encore plus leur force lors de ces World Series. On va passer au match, des Dodgers contre les New York Mets. Ça a été accroché. Il y a eu quelques coups de clim quand même. Hein. Los Angeles installe des clims, on l'a vu lors de la post-season. Des gros installateurs. Donc en fait, ils gagnent la série contre les New York Mets 4-2 avec un MVP, Tommy Edman. Tommy Edman, on en parlera tout à l'heure. Mais maintenant, revenons sur la série. Donc les 2 premiers matchs qui ont eu lieu à Los Angeles, donc à la fin du Game 2, il y a un partout. On se dit, les Mets, voilà, ils vont arriver à New York, chez eux, ils vont pouvoir produire leur jeu. Julien, tu avais dit que ça ne t'étonnerait pas que les Dodgers gagnent au minimum un match chez eux. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, ils en ont gagné 2. Tu vois, donc déjà, ils arrivent, dont un 8-0 en Game 3. Voilà, comme ça met tout le monde d'accord. Ils repartent. Donc le Game 3, Game 4, c'est perdu pour New York. Par contre, un Game 5 où ils se relèvent, ils gagnent 12-6. Et retour à Los Angeles où forcément là, ils viennent finir le travail avec une victoire 10-5, ce qui finit la série à 4-2. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces Championship Series sur les Dodgers et les Mets? Pour moi, les Mets, ils ont montré ce qu'ils avaient à montrer, je pense, tout au long de la saison. Ils étaient très résilients. Donc, ils étaient résilients, on l'a vu, hein, ils sont arrivés en Championship Series 1 contre une équipe qui était l'équipe poids lourd, on va dire, de la National League. Voilà. Après, perdre contre les Dodgers, pour moi, il n'y a pas à rougir. Avec ce qu'ils ont produit cette saison, franchement, ça montre quand même que s'ils continuent à travailler l'année prochaine, je pense qu'ils peuvent produire encore plus de jeux et peut-être se faire moins peur et arriver peut-être, on va dire, en position de leader en playoff l'année prochaine. Voilà ce que j'ai retenu pour les New York Mets. Par contre, pour les Dodgers, rouleau compresseur californien avec un line-up du numéro 1 au numéro 9, forcément où ça joue. Mais par contre, le talent d'Achille de cette équipe et le pitching, et ça on le verra tout à l'heure lors de notre preview World Series. Voilà. Donc, est-ce que vous, quand vous avez vu les matchs des Dodgers contre les Mets, bon, certes, ça a été un petit peu tard parfois dans la nuit, vous vous êtes dit, les Mets, ils vont se faire balayer direct, ils vont se prendre un 4-0 et finito, quoi. Est-ce que vous avez vu quand même, alors la lueur des sports, encore, on va encore la jouer, mais à New York, là, quand il y a eu le 2-1 ou même le 3-2 lors du Game 5, on s'est dit peut-être que New York pourra peut-être créer l'exploit et forcer un match 7. Et finalement, non, ils ont craqué sur la fin. Nico, toi, est-ce que tu as été quand même enthousiasmé, je vais pas dire enthousiasmé par les Mets malgré leurs 2 grosses défaites 9-0 et 8-0? Est-ce que tu as vu quand même
quelque chose qui pourrait te dire que ils peuvent créer l'exploit en allant faire un match 7, quoi. En vrai, non, parce que quand tu regardes toutes les différences d'écart qu'il y a eu, sur les 2 premiers matchs, sur la première défaite, ils perdent 9-0. Après, la deuxième victoire des Dodgers, c'est 8-0. Après, ils gagnent 10-2. Enfin, 10-2. ils sont Ouais. tombés contre une attaque de feu des Dodgers et l'attaque qui a marqué quand même 46 points en 6 matchs. C'est un record pour une équipe en National League, en Championship Series. Non, en fait, pour moi, il y avait jamais la place pour les Mets parce que je pense qu'ils étaient arrivés un petit peu à bout de souffle. C'est-à-dire qu'ils ont surfé sur leur deuxième partie de saison qui a été quand même extraordinaire. Ils sont arrivés en playoff où ils ont dû quand même, enfin, ils ont continué un petit peu sur leur lancée. Et là, on a vu, ils sont arrivés à un stade où ils sont peut-être pas encore taillés pour ça. Ils peuvent le devenir, clairement, parce qu'ils ont montré de très belles choses, que ce soit au pitching ou que ce soit après avec des Vientos ou Lindor qui a fait une saison MVP. Euh, voilà, pour moi, ils sont tombés contre beaucoup plus forts, malgré, comme on en parlera tout à l'heure, une rotation très faible des Dodgers. Mais en vrai, est-ce que ça avait de l'importance? Au final, pas forcément, parce que quand on voit l'attaque qu'il y avait, avec un Tommy Edman qui s'est révélé, on attend encore plus de Shohei Ohtani. Euh, donc pour moi, non, j'ai jamais cru à un possible match 7. Même un partout avec la série qui part à New York, on peut peut-être avoir, allez, un petit brin d'espoir pour le match 3 à New York, mais au final, quand on voit comment ça s'est déroulé, un 8-0, on dit non, franchement, là, ils sont tombés contre une équipe qui est en mission. Euh, les, les limites, elles sont atteintes pour les Mets. Et en aucun cas, moi, j'ai vu une équipe des Mets capable de renverser la tendance et pouvoir aller jouer en World Series. Alors après, ça aurait été beau qu'ils le fassent. Ça aurait récompensé une très belle saison. Mais derrière, voilà, les Dodgers, c'est les Dodgers, c'est une équipe qui est un peu comme l'image des Yankees. Et comme le disait Julien tout à l'heure, c'est comme les Yankees, c'est une équipe qui a l'habitude de ces matchs-là, qui a l'habitude des playoffs. Donc, voilà, quand tu vas prendre 2 matchs comme ça à l'extérieur, tu sais très bien que la série, ils vont la terminer chez eux. Et voilà, pour moi, le 4-2 est logique. Les Mets sont pas à rougir. Franchement, même s'ils ont pris quand même des grosses défaites, hein, mais voilà, ils ont fait la saison que personne n'attendait d'eux au final, surtout quand on voit le début de leur saison. Et arriver là où ils en sont arrivés, c'est déjà très bien. Et voilà, maintenant, c'était un trop gros poisson pour eux. Et voilà, c'est la logique est respectée pour moi. Ouais. Bon, malgré qu'on avait été un petit peu hypé par New York, on en discutait avec Julien lors des derniers podcasts. On était un peu nos chouchous, mais bon, on savait très bien que face aux Dodgers et à l'alignement qui mettait en place, ça allait être compliqué. Et Julien a eu raison sur les matchs à New York. Quand ils ont voyagé, les Dodgers, ils ont complètement écrasé ou balayé d'un regard de la main les Mets. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était pour moi une belle série à regarder quand même, parce qu'il y avait quand même un petit peu de suspense où il y avait quelques points vraiment qui étaient beaux à voir. Maintenant, Julien, est-ce que pour toi, les Mets, l'année prochaine, ils vont revenir encore plus fort? Alors, ça dépendra de la free agency parce qu'ils ont énormément de joueurs qui sont free agent et ça, il va falloir les re-signer. Derrière, il y a des bonnes lueurs d'espoir. Après, il y a aussi pas mal de gros contrats à re-signer. Je pense à Pete Alonso, et puis au niveau des releveurs et des pitchers, il y a aussi pas mal. Après, l'équipe, elle était intéressante. Moi, je suis assez d'accord avec Nico. J'ai pas senti, c'est pas que j'ai pas senti. Je pense que de toute façon, ce qui est déterminant, c'est le match 4. Ils doivent pas le laisser passer s'ils veulent aller sur un match 7. Les Oui. Mets. Oui. Le problème, c'est qu'ils le loupent.
Du coup, ça devient assez difficile d'aller chercher un 7e match. Et je ne les voyais pas gagner à Los Angeles, clairement. Derrière, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les Mets ont une carte à jouer l'an prochain. Le souci, c'est qu'il va falloir faire autre chose que gagner à l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. J'ai juste vu une équipe. Enfin, le problème. En tout cas, en tant que spectateur, c'est génial. Parce qu'on voit une équipe pleine d'énergie, pleine de hyper. Enfin, qui donne envie d'être suivie. Le seul souci, c'est qu'il va falloir plus que ça. Parce que là, en playoff, clairement, contre Los Angeles, eh ben, ça a montré ses limites aussi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Je dirais pas à bout de souffle, mais au bout de ce qu'ils pouvaient donner. Et c'était difficile. Ils avaient beau mettre tout ce qu'ils voulaient. Si derrière, tu mets de l'énergie, mais que il te manque quelque chose, ça passera pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au bout d'un moment, il manquait quelque chose. Et on le voit sur ce fameux game 4 ou game 5, je ne sais plus, mais on le voit clairement. Ils veulent, mais alors, c'est le contraire des Guardians. Tu vois, ils veulent, mais ça ne vient pas. Ça veut pas venir. Et là, tu sens que voilà, il manque quelque chose. Et Lindor, il peut pas tout faire tout seul, parce qu'on parle beaucoup de lui. C'est quand même, il a été déclencheur sur le fameux match 3 et le match 2 aussi. C'est lui qui lance les hostilités et qui emmène l'équipe avec lui. Mais tu vois, voilà, s'il n'y a pas un joueur qui arrive à allumer la mèche, bah, cette énergie, elle reste au fond du seau. Et après, face à une équipe des Dodgers avec une attaque redoutable, ça devient compliqué. Et puis surtout, on notait le pitching des Dodgers, mais Flaherty, s'il est en mode, ça dépend dans quel mode il est. Soit il est en mode série contre les Padres, et dans ce cas-là, bah, je pense qu'il y avait quelque chose à jouer du côté des Mets, mais là, il a été sur une autre planète. Enfin, en tout cas, sur une autre planète. En tout cas, il a bien mieux joué. Et ça aussi, ça jouera pour la suite. Quel Flaherty va avoir au World Series? La Flaherty Padres ou le Flaherty Mets? Et ça sera un gros truc à suivre. Mais pour revenir à ta question, l'an prochain, ils peuvent faire quelque chose. Oui, en tout cas, ils ont de l'espoir pour. Mais ça reste les Mets. Et c'est toujours plein d'espoir en début de saison. Et à la fin, ça coince. Ça coince un petit Donc, peu, ouais. Ouais, et puis c'est pas la première fois où ils ont de l'argent, ils peuvent signer des joueurs. Le marché est pas. Leur but, à mon avis, sera de re-signer des joueurs et de pouvoir améliorer leur pitching staff. Je vois que ça, parce qu'il n'y a pas de gros noms sur le marché des free agents. Et après, aller faire des transferts, je sais pas si c'est une bonne idée, sauf en effet, gros coût. Mais voilà, là, tu vois tous les gros contrats qui sont sortis les dernières années sur les joueurs qui sont intéressants et qui ont du potentiel. C'est compliqué d'aller chercher. On va pas sortir une grosse star. Et c'est peut-être. Après, c'est les Mets. Encore une fois, c'est les Mets. Ils sont capables de faire ça, par contre. D'aller faire un transfert que tu ne comprends pas. Mais bon, à voir. Mais oui, je pense que la dynamique est bonne pour l'année prochaine. Ok. Bah, super, Julien. Merci beaucoup, en tout cas. Ce qu'on peut retenir sur cette Championship Series, c'est qu'en fait, il y a eu deux états d'esprit différents. D'un côté, on a eu une équipe qui n'y croyait pas, et de l'autre côté, une équipe qui manquait d'énergie. Donc forcément, les adversaires de part et d'autre sont engouffrés dans la brèche. Et on arrive au résultat où les Yankees et les Dodgers sont qualifiés pour les World Series. Voilà. Une affiche, comme on a dit, 5 étoiles. Donc en fait, le dernier match en World Series impliquant ces équipes-là remonte à 1981. Donc moi, je n'étais pas né. Je pense que Nico non plus. Mais Julien était là. Si, moi j'étais né. J'avais quelques mois. Et j'étais là. Mais c'est un beau pied. Enfin, si on reprend l'actualité, je trouve ça. Je sais peut-être que tu allais en parler, mais oui, tout à fait. On va prendre l'actualité, 1980, où il y a la révélation Fernando Valenzuela, qui est rookie à Los Angeles, voilà, et qui gagne les World Series cette année-là avec les Dodgers. Donc il est mort il y a quelques jours à l'âge de 63 ans. Il n'est pas encore au temple de la renommée, donc Hall of Famer. Par contre, il a quelques objets à lui quand même à Cooperstown, pour info.
Donc peut-être que plus tard, il aura son nom quand même gravé dans le marbre là-bas à Cooperstown. Donc c'est un petit peu, on va dire, je vais pas dire une coïncidence, mais l'ombre va planer au-dessus de Los Angeles sur les 2 premiers matchs. La MLB s'est assurée que voilà, il y aura un hommage qui serait rendu à Fernando Valenzuela lors de ces matchs-là. Donc on est sur un World Series hommage où l'ombre de ce jour-là va planer dessus, mais aussi Babe Ruth, mais aussi Jackie Robinson. Il y a plein de légendes qui vont Une être grosse au-dessus histoire. des stades. Il y a une grosse histoire entre ces équipes, une grosse histoire pour chaque équipe. Là, ça va être Judge versus Ohtani. Ça va être une profondeur de l'attaque des Dodgers versus un trio de New York explosif. Judge, Soto, Stanton. Là, on est sur pas forcément l'affiche qui nous ferait, je sais pas, prendre du plaisir à regarder, parce que quand même, on est sur la côte ouest contre la côte est. Ça va faire apporter des millions à Rob Manfred, ça c'est sûr. En termes de vision, en termes d'image, en termes de... Il faut que la MLB plaise à ce moment-là. C'est ce moment-là qu'il faut que le baseball soit le plus couvert possible. Donc ils vont le faire à leur manière, comme on le voit tous les ans. Maintenant, on va partir sur un genre de débat où on a, dans la rédac MLB, on s'est dit, tiens, voilà, si on faisait un petit débat de Nico, par exemple, il va prendre les Dodgers pour faire l'avocat, on va dire, de chaque partie. Et Julien s'est gentiment proposé pour faire les Yankees, pour se faire pardonner. Pour vous, messieurs, et on va commencer par Julien, qu'est-ce qui pourrait, chez New York, chez les Yankees, faire gagner la World Series? À ton avis. La parole est à Julien. On n'a pas le son. Ah, pardon, c'est bon? J'ai appuyé Oui. sur. Désolé. Non, moi j'ai 3 gros points que j'aimerais aborder en fait. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le pitching est en train de, je dirais pas monter en puissance, mais en tout cas comme un bon diesel, est en train d'arriver à, je dirais dans les bons tours, tu vois? Il commence à tourner et à bien ronronner et on va pouvoir mettre un petit coup d'accélérateur. Parce que le bullpen a été plutôt, on a pu compter sur le bullpen. La rotation, les starting rotation, c'est pas extraordinaire, mais c'est plus consistant que ce que ça n'a été sur la fin de saison et sur le début des playoffs, notamment la série contre les Royals. Donc ça déjà, ça va pouvoir, ils vont moins pouvoir s'appuyer là-dessus et ne pas avoir à réfléchir, et Aaron Boone ne va pas avoir à trop réfléchir, sur, à qui je vais mettre, qui je vais pas mettre et machin. Et plutôt juste concentrer sur, l'attaque qui va être, ils ont des forces en attaque. Ça, c'est mon deuxième point. C'est que si tout le monde se met au diapason, et je pense que Judge, eh ben, il doit y être. Et alors, ça va être un coup de pression pour lui parce qu'on l'attend et que les attentes sont là et que je pense qu'il n'a jamais connu ce genre de situation. Maintenant, Stanton, honnêtement, vu ce qu'il m'a montré là, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va performer. Tu l'as dit, Gleyber Torres, avant de passer à Juan Soto, mais Gleyber Torres, pour moi, c'est pas une surprise dans ce qu'il a fait. Ses stats de la saison, finalement, sont assez solides et sont comparables. Alors là, les moyennes sont un peu biaisées parce qu'il y a moins de matchs, mais ça reste sur ce qu'il fait en saison, clairement. Et Juan Soto, il sait déjà faire. Il l'a montré en 2019 avec les Nats. Je vais pas dire. Bon, l'équipe des Nats de 2019 est quand même assez incroyable. Il n'était pas le seul. Mais ce que je veux dire, c'est que il a fait le taf aussi cette année-là. Donc il sait. Donc ces joueurs-là, finalement, on oublie peut-être, mais comparé aux Dodgers qui sont habitués et qu'on a déjà vu,
Et il y a une paire de joueurs qui vont chercher leur 3e pour certains, et pour d'autres, beaucoup vont essayer d'aller chercher leur 2e World Series. Il n'y a pas à rougir face à cet effectif. Il y a une attaque qui est plaisante, et si tout le monde s'y met, ils sont largement capables d'aller chercher ces World Series. Et le 3e point pour moi, c'est l'état d'esprit. C'est une équipe qui joue mal, clairement. Moi, j'ai pas pris de plaisir à les regarder. Les fans des Yankees, sans doute, vont me dire « Oh, mais si, c'était bien ». Non, c'était pas bien. C'était chiant, au possible. Désolé. Par contre, quand tu es une équipe qui joue mal et qui gagne, tu as quelque chose en plus. C'est-à-dire que tu sais que quelque part, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Tu joues mal, tu gagnes. Ok, tu arrives à endormir les équipes dans une espèce. Alors, c'est dur à dire, hein, une espèce de faux rythme, parce qu'en MLB, du rythme, ce que tu as le plus, quoi. Mais ceci dit, ils arrivent à endormir les équipes. Tu as des équipes qui déjouent complètement face aux Yankees, parce que ce soit les Royals, peut-être moins, mais que les Guardians, qui sont qui avaient une carte à jouer et qui n'ont pas pu la jouer finalement parce qu'ils se sont fait endormir par une équipe qui a joué tranquillement, a pas stressé, qui savait que je joue mal, je gagne, mais tout va bien, tout va bien. Au contraire des Dodgers qui, eux, c'est soit ils prennent une branlée, on l'a vu que ce soit contre les Padres ou contre les Mets, ils se font rouler dessus, et quand ça va pas, ça va pas. Bon, après, c'est blanc ou noir avec eux. C'est soit on met une branlée, soit Une on s'en clim prend ou une. pas de clim. Ouais, c'est ça. Et après, un dernier point qui sera intéressant, enfin pas qui est intéressant, et moi qui me fait plaisir sur cette affiche, enfin plaisir, oui et non, mais qui a regardé, c'est le Yankee Stadium. C'est les Dodgers, quand ils vont aller jouer dans ce fameux Yankee Stadium, et quoi qu'on en dise, et même si moi qui ne suis pas fan des Yankees, ça n'a pas l'air simple, hein. Une De base se faire fan qui est huer, assez qui est saignante, on va dire. virulente, etc. Et puis critique envers son équipe aussi. Alors ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que si les Yankees n'y arrivent pas, Aaron Boone, On il va va encore l'entendre. prendre cher. Aaron Boone, il va encore prendre cher. Donc, ouais, mais ce Yankee Stadium est dingue. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour n'importe quelle équipe. Los Angeles Dodgers ou pas, ils vont connaître quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, je pense, parce qu'ils ne sont jamais allés en playoff, les Dodgers, contre les Yankees dans des années récentes, en tout cas pour les joueurs qui sont là, peu, mis à part Mookie Betts, peut-être, quand il était à Boston, il connaît peut-être un peu ça, mais sinon les autres, peu connaissent ce Yankee Stadium, qui est vraiment, qui peut peser sur les joueurs et être très dur. A contrario, à Los Angeles, c'est pas aussi les plus calmes. On l'a vu sur la série des Padres, c'est aussi un public virulent. Moi, je trouve qu'on donne tout. Il y a tout pour une bonne image. Tu disais tout à l'heure en présentation pour les World Series, si j'ai un bémol à mettre, c'est sur ce public. Je pense que ça peut nuire complètement au baseball. Mais bon, avec des places à $1000, je pense qu'on a fait le tri. Non, mais On peut la acheter place des places à pour $1000 et mettre le feu, aux joueurs, hein, aussi. certes, mais Ça, bon, ça va être- voilà. Mais ceci dit, bon, t'es tout en haut à $1000, donc tu vas pas faire grand-chose. Non, Non, mais blague à part, ça peut être, si des fils de ça verre de peut, bière, faire un cercle. ouais. Ah, avec la gravité, ça fait mal, hein. Lancer du troisième niveau, je veux pas la prendre. Mais clairement, c'est les gros axes sur lesquels doivent jouer les Yankees et se maintenir sur ce pitching et qu'il continue. Et je pense qu'il va continuer à être pas exceptionnel, mais à tenir la route. Contrairement aux Dodgers où le pitching il peut être très bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on a un Flaherty des grands jours, soit on a un Flaherty des Padres. Et c'est pas la même histoire. Et du coup, c'est un peu les montagnes russes là-dessus. Donc pour ça, avantage pour moi aux Yankees. L'attaque, si tout le monde répond, et je sais qu'il y a
on parle des fantômes, machin, mais il y a surtout les anciens. Je pense que des Jeter, des A-Rod, qui sont passés cette semaine, qui sont allés les voir, qui ont discuté avec eux, qui ont mis des Jorge Posada, des Texera, qui sont allés les voir et qui leur ont dit: les gamins, voilà, si tu veux gagner, fais ça, 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 ça. Prépare-toi, ta tête, c'est ça, machin. Mais les mecs, ils sont accompagnés. C'est voilà, chez les Dodgers, bah ouais, c'est les derniers qui ont gagné. C'était il n'y a pas si longtemps, certes. Mais là, c'est des grosses figures. C'est des mecs qui imposent, qui ont écrit la légende de ce club et qui les accompagnent. Et ils seront derrière eux. À ça, tu rajoutes un Yankee Stadium bouillant. Alors, il n'y aura pas de sweep, hein, soyons clairs. Mais s'ils vont chercher quelque chose dès les 2 premiers matchs, et moi, je pense que c'est ça, j'en avais parlé, mais je vais terminer là-dessus. Tout le scénario, il dépendra de ces 2 premiers matchs. Si on a 2 premiers matchs qui sont dominés par les Dodgers, en effet, mea culpa pour les fans des Dodgers, je rangerai ma bannière, on a 27 titres et on va en prendre un 28e, je la mettrai à la poubelle. Par contre, si c'est accroché ou si les Yankees vont gagner un match à Los Angeles, attention, les Yankees ont de fortes chances d'aller remporter ces World Series. C'est tout pour moi. Monsieur le maître, non. Monsieur le juge. Maître de cérémonie. Monsieur le juge. J'ai rien fait, monsieur le juge, j'ai rien fait, je vous jure, je suis innocent. Il faut savoir que le Game 1 et le Game 2 se jouent à LA, et Game 3, Game 4 et Game 5, 6, égalité à New York. Donc, réponds-moi par oui ou non. Est-ce que s'il y a Game 3, le Game 3, d'accord, et Game 4, pour toi, New York gagne les 2 matchs chez eux, les 2 premiers? Ah, on a encore plus de son. Oh, on ne peut plus l'entendre. Alors, pardon. On l'a refait. Game 3, Game 4 à New York. Game 3, je suis persuadé. Alors, je peux me tromper. Hein. D'ailleurs, je vais me tromper. C'est le but de TFA. Mais allez, j'y vais avec mes convictions. Mais le Game 3, je ne les vois pas perdre. Je les vois pas perdre. Pour moi, c'est obligé que les Yankees gagnent le Game 3. Mais encore une fois, ça dépendra des deux premiers matchs. S'ils se font exploser les 2 premiers matchs, ça va être accroché le Game 3, mais c'est pas sûr qu'il gagne. Mais bref, allez, je reste là-dessus. Le Game 3 à New York, il gagne. C'est obligé. Ok. Un joueur sur... Cite-moi un joueur qui sera top performer pour toi à New York. Stanton. Stanton ou Soto. Je pense que ça va être les gros en attaque, en tout cas ceux qui vont déterminer comment va être la série. Merci maître Julien d'avoir parlé pour New York. Merci monsieur le juge. La parole est à maître Nicolas qui lui va parler des Dodgers. Des Dodgers de Shohei Ohtani. Alors Nico, que peux-tu nous dire sur les Dodgers et quels sont les points pour toi qui feront que les Dodgers seront champions cette année? Et je dis pas champion du monde, je dis champion de baseball cette année aux USA. J'ai plus rien à dire, hein. Julien, il a tout dit pour les Yankees, je peux pas défendre ça. Oui. Non, je rigole. Pour moi, les Dodgers vont gagner parce que déjà l'alignement. Alors Julien parlait de la rotation des Yankees qui commençait à monter, mais ils ont affronté les Royals et les Guardians. Je veux dire, c'est pas non plus les équipes avec des potentiels offensifs de dingue. Donc, je pense que ça va être un gros test quand même pour eux. Et moi, je pense que l'alignement des Dodgers est en feu, quoi. Ils sont, voilà, ils ont survolé, les Champions Series, pardon. Et je vois mal la rotation des, des Yankees pouvoir résister à ça. Encore, on n'a pas vu un grand show Ohtani pour l'instant. Ce qui fait que voilà, c'est un joueur qu'on va attendre forcément, un peu comme Judge du côté des Yankees. Donc pour moi,
le plus gros point pour les Dodgers, c'est ça. Ça va être vraiment l'attaque. C'est-à-dire que même quand tu as des joueurs qui performent un peu moins, genre un Ohtani ou un Betts, ben, tu as un Tommy Edman qui ressort, tu as un Kike Hernandez qui va te sortir un home run qui va aussi te débloquer une partie. Tu Oscar Hernandez, McMuncy. Voilà, je pense que offensivement, ils ont les armes et bah, pour voilà. Bah, je vais pas dire qu'ils vont rouler sur les Yankees parce que c'est les Yankees, ça reste quand même voilà, au-dessus des Mets pour moi, je pense encore. Mais voilà, pour moi, ils ont le momentum, ils ont eu quand même deux affiches très compliquées, hein, des Padres et les Mets. Sur le papier, c'était pas le parcours a été plus compliqué, enfin plus compliqué, a été comment dire, avec des obstacles un peu plus relevés que les Yankees. Et les Yankees, moi, je les ai pas sentis supérieurs, comme je l'ai dit au début du podcast. Donc, moi, je pense que l'attaque des Dodgers, surtout que normalement, il devrait y avoir le retour de Freeman. Bon, certes, il est encore gêné par sa cheville, mais qui est capable, voilà, de faire le taf au bâton. Mais un Mookie Betts, il a déjà vécu ces moments-là avec Boston, avec les Dodgers aussi, avec le titre en 2020. Euh, Le titre voilà, le Covid. bémol, moi, des Dodgers, ça restera la rotation. On l'a vu, c'est comme l'a dit Julien, il a complètement raison, c'est que tu peux avoir du tout bon comme tu peux avoir du très mauvais, t'as pas d'entre-deux. Flaherty en post-season, pour l'instant, il est à 7,04 d'IRA. Alors, tu le mets en game, sur le game 1, tu le mets starter, voilà, c'est un- c'est là on va voir vraiment si les Dodgers sont prêts. Si leur rotation est prête, si on va voir le bon visage de leur rotation. Après, au niveau du bullpen, ça va faire le taf, hein, on le sait, avec Casparius, par exemple. Mm. Je vais prendre l'exemple aussi de Phillips. Voilà, le bullpen peut tenir. On l'a vu, ils ont fait un bullpen game pour le dernier match contre les Mets. Ça a plutôt très bien marché. Donc voilà, ils ont un super enclos, ils ont un super alignement. Une rotation un peu faible, mais qui, dans des bons jours, peut vraiment t'éteindre une attaque adverse. Moi, je pense que voilà, les Dodgers, je les vois gagner pour ça. Et puis, il y a ce côté un petit peu, comment dire, c'est écrit un petit peu avec la venue de Otani, tout ça. Je me dis que c'est un petit peu presque écrit, quoi, que ce soit eux. Donc, voilà, moi, c'est mon avis. Après, ça va être une série. C'est difficile de pouvoir se faire l'avocat d'une équipe en particulier. Moi, j'ai pas forcément d'attache avec les Dodgers ou avec les Yankees, donc du spectacle, je pense qu'on en aura. Euh, Julien, il a raison. Julien, il a raison en disant que bah voilà, au Yankee Stadium, ça va être très compliqué au niveau de l'ambiance. Mais ils ont été prendre des matchs chez les Mets et l'ambiance des Mets, c'était quand même assez incroyable pendant cette post-season. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas peur de ça. Euh, Ils ont de l'expérience. On avait parlé avant la post-season d'un possible retour de Kershaw dans cette post-season. On n'en sait pas plus. Est-ce que ça va être un petit coup de bluff de la part de Roberts et qu'en fait il jouera pas du tout? Enfin, c'est plutôt ça que je pense, mais voilà, on ne Oui, sait pas. Voilà, oui. c'est des World Series, il peut tout se passer. Nous sortir voilà, un bullpen game sur le match 3 ou le match 4. Enfin, voilà, il peut se passer plein de choses, mais pour moi, je ne vois pas les Dodgers être trop inquiétés. Et moi, je les vois bien passer allez, 4-2, je dirais. Je suis optimiste. Ok, maître Nicolas. Pour toi, le top performer des Dodgers sur sur ces World Series, ça serait qui? Euh, Moi, je vois bien Mookie Betts. Il a déjà, voilà, il connaît un petit peu, il sait ce que c'est. C'est un joueur c'est ce genre de joueur qui sait se sublimer. Euh, Pourquoi pas un réveil d'Otani? Parce que, comme je le disais, voilà, pour l'instant, il ne fait pas une post-season de malade. Il a réussi quelques petits coups d'éclat, mais c'est pas le Otani de la saison régulière, hein, clairement. Mais pourquoi pas le voir en finale réussir, voilà, en finale, en séries, réussir quelque chose de grand.
Ouais, je sais pas, c'est compliqué de détacher un joueur. Mais si je devais choisir un, ce serait pour moi Mookie Betts. Ok, maître Nicolas, je vous remercie en tout cas. Ce Avec fut plaisir, une bonne plaidoirie. Moi, ce que ami. je pourrais rajouter, et si on pourrait rajouter sur les Dodgers, même les Yankees, alors en premier les Dodgers, on en parlait, c'est des blessures. Les blessures qui ont surmonté tout au long de la saison les Dodgers. Il y a eu 36 cas de blessures listés. Donc 2342 jours de perdus, soit 445 jours de plus que toutes les autres équipes. Et je cite les noms. Tyler Glasnow, Kershaw, Gonzolin. Déjà, lanceur partant. Donc on voit quand même que les Dodgers sont amputés de quelques partants bons. Déjà, ça pourrait. On sait que le pitching chez les Dodgers, voilà, c'est la clé. Et ensuite, on a toujours Dustin May qui n'a pas lancé et Buehler qui revient mais timidement. Et du côté des attaquants, ben, on a Freeman et Rojas qui ont quand même loupé quelques matchs. Voilà pour le point des blessures chez les Dodgers qui ont su quand même être résilients sur cette saison et sur cette post-season. Maintenant, du côté de New York, Julien, je ne sais pas si tu as vu passer l'info ou pas, Aaron Boone pense mettre quand même sur la liste Nestor Cortés. On sait qu'il est blessé aux obliques, il a eu une entorse aux obliques. Non, pardon, une tension musculaire au coude, voilà, qui est précurseur d'une grande blessure et forcément d'une opération pour l'année prochaine, d'après ce qu'ils disent. Mais ils veulent quand même le mettre sur la liste. Le problème, c'est que voilà, il ne pourra pas faire des lancers un match entier en partant sur 80-90 lancers comme il le faisait auparavant. Voilà. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'aligner dans la relève pour justement tenter de sauver un match? De ce que j'ai lu en déclaration de Cortés, c'est que pour lui, c'est OK, eh ben, il pourrait avoir une bague. Et l'année prochaine, ça pourrait être une année sans baseball. Voilà, mais tant qu'il a la bague cette année, pour lui, ça le va. Donc en fait, il est prêt à sacrifier son coude, son bras, quitte à ne pas jouer l'année prochaine, mais gagner quand même une bague cette année et peut-être partir avec les releveurs. Voilà ce que j'ai vu comme info. Est-ce que maintenant, ça va pas être la clé de voûte de l'équipe, mais est-ce qu'il va pouvoir faire peut-être, comment dire, pas gagner, oui, gagner son équipe ou les élever sur un rang supérieur, sur un match ou deux, à voir avec lui. Mais c'est la grande interrogation, par contre, sur cette post-season et sur ces Bah, World Series avec lui. écoute, alors, si je suis, d'ailleurs, je suis toujours dans ma peau de fan de Yankees. Bah, tu vois, genre de cette décision, clairement, c'est ça qui fait que on veut qu'Aaron Boone dégage. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal parce que tu regardes les Guardians. Je reviens sur cette série-là, mais ils ont fait lancer Blake Lively en relève sur le match. Parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu as tes releveurs qui sont un peu en dedans, et que tu en as déjà usé pas mal, il faut bien quelqu'un qui arrive. Et je pense que Cortés, oui, c'est un état d'esprit, mais je pense que ce mec-là, il arrive de toute façon, quand tu joues en World Series, les pitchers, ils ont un esprit tueur et leur but, c'est juste d'aller d'éliminer l'autre, quoi. C'est juste d'aller faire en sorte qu'il frappe pas mal. Donc, si c'est lancé une demi-manche, il est capable de lancer. C'est ce qu'il lance dans un bullpen quand il s'échauffe. C'est un coup à tenter, mais il n'ira pas sur, en effet, une relève de 2, 3, 4 manches, c'est sûr et certain, parce qu'ils vont aller le cramer et c'est peut-être pas ce qu'il faut faire non plus. Il est là au cas où. C'est juste, voilà, c'est juste au cas où, je pense. Il ne va pas être utilisé s'il n'y en a pas besoin. Ça ne va pas être pour faire plaisir, quoi. Donc, à mon sens, c'est intelligent de la part de Boone parce que ça te rajoute une solution en plus à ce que tu as déjà. Mais c'est pas. En plus de Clay Holmes, en plus de Tim Hill, en plus de Luke Weaver, voilà, tu ajoutes des noms de joueurs à une couche de relève qui fait que bah voilà, si quelqu'un est fatigué, hop, quelqu'un peut reprendre le backup derrière et forcément faire une manche tu vois, sans point. Ça pourrait être intéressant à voir.
si ça fatigue ou si ça n'a pas de contrôle. S'il y a une perte de contrôle, envoie-le sur une demi-manche. Voilà, fais-lui faire ces trois batteurs et puis tu le sors après. En effet, ça peut être au maximum, ça peut aller loin, hein, mais je veux dire, c'est au grand maximum, il risque de faire 20-30 lancers pour 3 joueurs, le temps de les sortir, peut-être un 4e, mais après c'est tout. Après, tu sors et voilà. Et c'est sans doute plus dans un rôle, je le vois plus dans un rôle, même si la mentalité du closer est complètement différente par rapport à celle du starter, mais je le vois plus dans un rôle rentrer en 7e, 8e, enfin tu vois, voilà, fin de 7e, fin de 8e, peut-être 9e, mais voilà, bon. Après, c'est plus dans ce rôle-là que je le vois intervenir, pas dans un rôle de relève, peut-être dans un rôle de relève rapide pour si vraiment ça va pas et il fait une demi-manche, le temps de faire rentrer le reste de la relève, ça peut être ça aussi, mais pas en milieu de match. Je pense qu'il a, il a le mindset pour éliminer quand même les gros noms des Dodgers, tu vois. Même sur 3-4 frappeurs, et basta, hop, allez, suivant. Et comme ça, au moins, dans sa tête, il a la confiance. Moi, je pense qu'il a le mental pour éliminer des gros noms, tu vois. Donc, et puis tu vois que de toute façon, les Dodgers, ça peut être vite l'hémorragie, quoi. Quand ça commence à taper, on voit sur les résultats. Et ça peut être en effet, lui, l'élément climatisant pour les Dodgers, qui vont savoir un peu ce que ça fait. Mais tu vois, ça peut être ça. C'est au bout d'un moment, arrête l'hémorragie, quoi. Quand tu te prends 5 runs en 2 manches, calme-les. Et puis toi, le temps de te remettre. Un match, c'est long, donc tu as le temps de te dire sur une manche, zen, on élimine. Et puis voilà, et au pire, de toute façon, qu'est-ce qui t'arrive de plus? Tu as déjà pris 5 runs. Tu vas en reprendre 4, 5. C'est les Dodgers, c'est pas grave. Tu tentes quelque chose. Et soit tu élimines et tu reviens dans le match sur la manche suivante, soit tu continues à reprendre et voilà, tant pis, c'est tout. Ça pouvait pas être pire de toute façon de ce qui était en train de se passer. Voilà ce que j'en pense. Ok. Eh bien, parfait. Un super podcast sur le débrief des Championship Series et la preview des World Series, où on va suivre ça avec attention, et vous allez pouvoir nous suivre sur les articles qu'on va faire sur les différents matchs de ces World Series sur le site de TFA. Donc n'oubliez pas l'application et aussi le podcast sur toutes les plateformes. Nico et Julien, je vous remercie d'avoir fait les avocats des Dodgers et des Yankees. Je vous souhaite de bonnes World Series à tous, de bonnes nuits sans sommeil, comme tous les fans de baseball. On va se retrouver quant à nous après ces World Series pour faire un débriefing de ces matchs. Ça sera sympa de voir quel avocat gagnera le procès, on va dire ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et portez-vous bien. À bientôt. Bonne journée, ciao. À plus. Ciao, ciao.